Donc, merci d'être là de nouveau. Donc, on va discuter autour de la nouvelle photographie, en tout cas de la réinvention de la photographie de famille à travers les travaux de François Jonquet, le livre qui s'appelle Forage, publié chez Void en 2023, voilà, et le travail de Pauline Isbach, Collage pour Nina, publié en 2025. Alors, pour présenter nos artistes, Pauline est photographe, enseignante aux Beaux-Arts de Nancy, photographe aussi au musée Rodin. Et tu as fondé en 2016 les éditions September Books, avec une vingtaine de titres, je pense. Et donc on pourra voir quelques exemples aussi de livres publiés par Pauline. Quant à François, est photographe, on va dire peut-être autodidacte ou passionné. Complètement. Et un travail sur plus de 20 ans donc, de photographie de famille. Et François a comme particularité d'être médecin spécialisé en langue des signes, ce qui est assez rare malgré tout dans le milieu. Et peut-être qu'il y a tout un rapport aussi à cette façon de signer en photographie qui pourra être développé. Je ne sais pas si on commence comme ça avec toi. Sur le... Oui, signer la photographie. Je n'avais pas prévu de commencer comme ça. Mais... Je ne saurais pas trop quoi en dire. Alors effectivement, moi, je sais pas en opposition, mais je viens pas du tout du monde de l'art. Hein. Je suis vraiment photographe autodidacte. Mon métier, c'est médecin, et ça a toujours été médecin, et ça restera médecin. Et effectivement, alors, je peux en profiter, comme c'est un métier qui n'est pas très connu, pas celui de médecin, mais médecin signeur. En deux mots, en fait, je travaille à l'hôpital dans une unité qui s'occupe de faire de la consultation de médecine générale auprès d'un public très spécifique qui sont les personnes sourdes. La plupart du temps, ce sont des personnes sourdes qui sont nées sourdes et dont la langue usuelle, la langue maternelle est la langue des signes. Et donc, moi, j'ai été apprendre la langue des signes et je fais des consultations de médecine générale en langue des signes. Voilà. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Peut-être qu'il y a une sorte de convergence entre les deux pratiques ou peut-être pas du tout. Sans doute pas du tout. Alors vous voyez ici un exemple du livre de Pauline, une page de Collage pour Nina, qui est un travail en fait sur le corps de sa fille, très vivant comme tu me disais hier durant la présentation de l'exposition, et des empreintes de corps à Pompéi. Et d'une certaine façon, il y a d'un côté le corps plein de l'enfant et le corps évidé dont on a retrouvé l'empreinte, et une correspondance entre les deux corps, le corps absenté, disons, et le corps très présent. Pompéi, je sais que c'est un endroit où tu vas souvent. Pauline, peut-être qu'on peut commencer comme ça. Pourquoi un tel intérêt pour Pompéi ? Ça marche ? Oui. Pompéi, j'y suis allée beaucoup pendant plusieurs périodes de ma vie. En fait, ça vient du cinéma. J'avais vu Stromboli de Rossellini. Donc j'avais grosse fascination pour le volcan en activité. J'ai vu ensuite Le Voyage en Italie, qui fait le récit d'un couple qui est en train de se séparer et la femme va se promener à Pompéi et face au corps, elle a une sorte de révélation sur son couple. Donc moi, j'ai voulu aller à Pompéi à la fin d'une histoire en me disant je vais avoir une révélation aussi. Ça n'a pas été le cas. On a ça avec la forêt de Brocéliande, tu viens de Bretagne aussi. Si vous voulez soit rompre, soit créer une relation, allez-y. Bon, voilà. Mais je voulais travailler sur ce paysage, comme un paysage un peu absolu. Donc j'y suis allée beaucoup. Le deuxième voyage, j'étais enceinte. Troisième voyage, j'y suis allée, ma fille était un bébé. Et voilà. Et donc c'est un paysage qui m'a accompagnée. Et je voulais essayer de raconter quelque chose de, je sais pas, de mes grands bouleversements intérieurs à travers ce paysage-là. Mais j'ai jamais réussi à aboutir quelque chose vraiment lié au lieu. Et un jour, j'ai eu cette idée de mettre en relation ces images de ma fille, qui était toute petite à l'époque, et ces corps de Pompéi. Voilà. Donc c'est un travail à la fois sur le bouleversement de la maternité, sur la question de la vie, le temps, c'est vraiment des grandes thématiques comme ça. Mais
Mais je l'ai fait très simplement. Enfin, il y avait une forme de spontanéité pour moi à associer ces images. Le projet est venu très très vite, après des années de maturation. Et voilà, quoi. Ça s'est passé comme ça. Je dirais que c'est presque une école de mystère, de la même manière qu'il y a la maison des mystères à Pompéi. Oui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'un corps, quelle est sa transformation. Oui. Et je l'ai lu, je l'ai vu un peu comme une lettre adressée à ta fille, mais pas pour forcément maintenant, mais pour plus tard. Je ne sais pas comment tu l'as pensé ça. Peut-être. Je le pense pas forcément comme ça, mais peut-être qu'il y a l'idée de retenir quelque chose d'elle qui est déjà passé, parce qu'elle a grandi. Mais oui, je pense retenir cette vie très puissante de la petite enfance. Et oui. Voilà. Mais c'est vrai que je photographie beaucoup ma fille et je me dis que plus tard, ça sera quelque chose pour elle. Oui. Oui, donc oui, en fait. Et je me suis dit, en te voyant par rapport à une maman et aux angoisses qu'on peut avoir quand on est parent, il y a quelque chose d'un peu conjuratoire aussi, peut-être par rapport à la perte d'un être aimé, de lui offrir en fait un espace comme ça pour longtemps, quoi. Comme un memento mori. Peut-être, je sais pas. Ouais, je ne l'ai pas processé jusque-là, mais ouais. peut-être. Ouais. Ouais. Et ce qui t'a intéressé, je pense, c'est la dimension artisanale, parce que c'est assez perceptible. On a ici au musée des planches que tu as montrées. Est-ce que tu peux peut-être évoquer cette dimension artisanale qui est inhérente au fond à ta maison d'édition, mais très présente ici. Et qui est aussi quelque chose que j'ai développé sur plusieurs projets. Donc quand je photographie, les images, je les investis pas tout de suite. Donc je retrouve des images plus anciennes que je me réapproprie en faisant des focus. Et maintenant, j'ai cette pratique de faire les focus à la main. Donc j'imprime et je redécoupe pour aller chercher vraiment des choses plus près. Et il y a un geste assez simple de coller sur papier. Voilà. C'est quelque chose que j'ai développé sur plusieurs projets très différents, des projets politiques. Voilà, là, c'est un projet très intime, mais j'aime bien ce travail d'atelier, d'être chez moi à la table et de revoir mes images et les découper, les coller. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous montrer d'autres images ? Oui. Voilà. Donc ça, c'est les collages pour Nina. Oui. Et peut-être sur cette pratique du collage, voilà, ça c'est un travail qui s'appelle Songs for Women and Birds, qui est un travail à partir d'archives des manifestations de Greenham en Angleterre, qui étaient en 1981, il y a eu tout un mouvement de protestation contre l'installation de missiles américains sur un territoire au Royaume-Uni. Et c'est des femmes, en gros des mères de famille, qui étaient très inquiètes. On était en période de guerre froide. Elles étaient très inquiètes pour l'avenir de leurs enfants. Donc elles ont décidé de se mobiliser, de manifester contre ça, qu'elles voyaient vraiment comme aussi le patriarcat très fort sur leur vie quotidienne. Et les manifestations ont duré 19 ans. Donc ça a été très documenté. Toute la documentation photographique de l'époque est une documentation de reportage où on voit les femmes en fait, c'était une sorte de ZAD et dont les corps sont complètement réprimés par la police. Et moi, j'ai décidé de regarder ça en faisant des focus vraiment sur ce qui se passe entre les femmes. Des femmes qui n'avaient pas un engagement politique très évident, mais qui se sont mobilisées pour vraiment des questions de protéger leurs enfants et qui ont découvert la solidarité, la sororité, et c'est vraiment passé par des gestes, des corps ensemble, et c'est par le découpage et le réassemblage par le collage, c'est ça que j'ai essayé de montrer, d'aller voir. Voilà. L'ADN de ta maison d'édition, c'est malgré tout un rapport au corps des femmes dans l'espace. D'ailleurs, ta petite fille, c'est aussi le... Alors là, c'est parce que les deux projets ont été... Ouais. C'est mon travail qui a été édité, mais après, on a présenté aussi beaucoup d'autres projets. On a beaucoup travaillé sur la jeunesse. Disons que l'ADN, c'était plutôt montrer des travaux qui trouvent pas leur place dans des maisons d'édition plus institutionnelles. Et puis aussi travailler beaucoup par amitié. Donc pouvoir donner à voir les boulots qu'on aimait. Et voilà.
Ouais, une sorte de politique de l'amitié, mais aussi un rapport féministe et politique aussi. Oui, alors ça c'est venu au fur et à mesure, mais c'était pas du tout le projet au départ. Ah oui. Tu as peut-être d'autres, je crois, hein, tu as d'autres choses à nous montrer. Donc par exemple, c'est à l'envers, je suis désolée. Donc ça c'est un des derniers livres donc de Rebecca Domner, qui est une photographe qui a une pluralité de pratiques photographiques. Et là, c'est un travail de photogramme. Donc elle réalise des photogrammes de vêtements. Il se trouve que c'est des vêtements qui appartenaient à sa mère, qui est décédée de manière très brutale il y a quelques années. Et suite à ce décès, elle a récupéré ses vêtements, donc des vêtements qui avaient encore son odeur ou la trace de son corps par des plis. Et donc réaliser ces photogrammes, c'était pour elle se reconnecter avec le corps de sa mère absent. Pour elle, en fait, ça rejoint un petit peu les corps de Pompéi, où on est connecté avec la présence de corps par leur absence, puisque c'est la trace des creux. Mais là, c'est pareil, c'était la trace de la disparition qui passe par la trace du corps. C'était sa façon de rester en lien avec elle. Et voilà. Donc les photogrammes, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, elle place le vêtement sur le papier photographique qu'elle expose dans la cabine d'agrandisseur. Et donc l'image, c'est la trace du contact du vêtement sur le papier. Donc voilà, il y a double contact, quoi. Man Ray aimait bien faire ça. Comment ? Man Ray aimait bien faire ça. Ouais. Donc Rebecca, c'est une amie proche, c'est quelqu'un aussi avec qui j'ai beaucoup travaillé. On avait déjà édité son travail. On a beaucoup d'affinités aussi photographiques. Et quand elle a sorti cette série, moi j'avais très envie de le sortir. Et voilà, on a eu la chance de le faire, parce que elle aurait pu le sortir avec des maisons d'édition plus luxueuses. Voilà. Et c'est ça que je trouve assez enthousiasmant dans le livre de photographie. Tel que tu le pratiques, c'est quelque chose de l'ordre du geste pur. Parce qu'on sait bien qu'il y aura une diffusion assez restreinte, oui. Il n'y aura pas beaucoup d'argent généré. Exactement, ouais. Mais on le fait quand même, avec cette passion du monde de la photographie auquel on participe. Oui. Et ça, c'est une forme d'éthique aussi, ce geste pur qui doit être fait. Alors il y a ça, mais moi je le vois vraiment comme tisser des amitiés, prolonger des amitiés ou nouer des amitiés par le travail photographique. Donc c'était quand même ça à la base. Oui. Ouais. C'est sûrement ça aussi, puisque je crois qu'après on a Amélie Lucas-Gary, qui est aussi, c'est que des amis écrivain, en fait. ou écrivaine. Alors là, sur la sélection, c'est que des livres qui interrogent la photo de famille, ou qui la traitent à leur manière. Mais donc là, c'est un livre fait par Louis Gary, qui est l'époux d'Amélie Lucas-Gary. C'est Amélie qui est en couverture. Donc je passe des images. Amélie Lucas-Gary qui publie au Seuil. Oui, qui est romancière aujourd'hui. Donc là, le livre, c'est un album de famille. Amélie avait obtenu une résidence en Nouvelle-Zélande. Donc elle a amené toute sa famille avec elle. Et Louis, qui pratique la sculpture, s'est mis à faire des images là-bas, avec une chambre qu'il avait bricolée. Et donc il photographie la famille dans ce nouveau paysage, et aussi des sortes de petites installations, sa pratique qu'il essaye d'adapter dans ce territoire. Et voilà, il y a des portraits de sa femme qui sont incroyables, des portraits de leur fille petite à l'époque, et cette vie un peu au quotidien. Voilà. À Auckland, une résidence à Auckland, je crois. Ouais, voilà. Alors pour l'anecdote, qui n'est pas très intéressante, mais j'ai mobilisé ma fille quand j'ai photographié le livre à la dernière minute. Donc ça, c'est les mains de Nina, qui a fait mon assistante il y a 10 jours. Voilà.
Donc ça, on a sorti le livre de Louis juste après le confinement. Et suite à ça, on a travaillé avec Amélie, qui, l'histoire elle est chouette. Donc Amélie a écrit des livres, mais donc eux, ils habitaient à Ivry-sur-Seine et ils ont décidé de partir à la campagne. Et Amélie s'est mise à peindre des morceaux de sa maison pour garder avec elle le souvenir de cet endroit où ils avaient habité, où ils avaient construit leur famille. Et voilà, c'était une pratique vraiment comme elle aurait pu photographier pour se souvenir, mais elle s'est mise à peindre. Et donc on a fait notre premier livre de peinture comme ça, qui sont des peintures de famille, enfin un peu de domestique, quoi. Et puis après, elle a développé ce travail et c'est devenu un travail beaucoup plus important pour elle. Voilà. Tu as des tirages généralement de 200 exemplaires ou oui. Autour de 200 exemplaires. Hein. Oui, 100 ou 200. Celui-là, il me semble que c'est 200. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre, peut-être que je passe vite. Ouais. J'ai une question, mais oui. C'était il y a longtemps. En fait, sur les photogrammes, parce que vous parliez de Man Ray, comment on obtient la couleur, en fait, tout simplement sur un photogramme? Ah, c'est du tirage couleur. Donc c'est du papier couleur et c'est avec un agrandisseur couleur. Et après, tout le travail, c'est de déterminer de quelle manière quelle couleur on donne à l'image, selon les réglages, quoi. Voilà. Je remets un petit coup de photogramme parce que c'était très beau. Voilà. Oui, il y a quelques livres qui sont chez Mi Camera, mais il n'y a pas celui-ci, parce qu'il en reste 5 à la maison. Et Songs for Women and Birds, il est épuisé. Donc, mais il y a les collages pour Nina, et il y a le livre de Louis Gary. Ouais. Merci Pauline. Alors peut-être François, parce que tu dois trouver peut-être un peu le temps long, je ne t'interroge pas. Hein, ouais. Mais non, il est passionné. J'écoute Pauline, moi c'est très bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'aventure incroyable Tu voulais dire quelque chose avant? En fait, oui. Donc tu m'as posé la question, est-ce que le fait que je pratique la langue des signes a une influence sur ma photo? Et je t'ai dit un peu abruptement. Oui. On sent le médecin qui revient sur son diagnostic. Ouais, exactement. En fait, donc moi j'ai débuté la photo bien avant d'apprendre la langue des signes et d'exercer le métier de médecin généraliste en langue des signes. Mais par contre, je crois que je suis très intéressé par la posture des corps. Et dans la langue des signes, qui est une langue très précise, hein, qui a sa grammaire, sa syntaxe, le corps joue un rôle important. C'est-à-dire qu'on positionne son corps pour définir la temporalité. Et donc c'est peut-être ça le lien. Oui. Alors, je continue de réfléchir à ta question. Donc, oui, parce que c'est assez perceptible dans ce qu'on va voir de ton livre, l'attention que tu portes au corps dans l'espace, notamment aux enfants, parce que tu photographies beaucoup ta famille et tes enfants. Ouais. Et la vitalité, l'inattendu des corps dans l'espace et des positions des corps dans l'espace. Alors, peut-être juste pour expliquer ce qui se passe à l'écran. En fait, donc moi, je fais de la photo amateur, hein, c'est pas un mauvais mot, hein, depuis très longtemps. Et j'ai une passion pour représenter les images sous forme de livres photos. Et j'ai énormément fait de maquettes seules à la maison. Donc tout ce que vous allez voir, là, si tu peux remettre ouais, je suis désolé, Pauline. Ouais, c'était pour donner un éventail de ce que j'ai fait à la maison. Alors, dans tout cela, il y a quand même le livre définitif qui a été édité chez Void, qui s'appelle Forage, qu'on voit. Et juste à sa gauche, il y a la maquette qui est presque comme la version définitive, que j'ai fait aussi avec les éditeurs. Pour raconter un tout petit peu l'histoire, en fait, donc, bien évidemment, là, c'est un petit éventail de ce que je peux faire de manière un peu obsessionnelle à la maison, de maquettes de livres. J'en ai des cartons pleins. Je voulais juste donner un petit exemple. Tu as atteint du tome le trouble obsessionnel de la maquette. Exactement. Et donc, à un moment, j'en faisais beaucoup.
Parce que j'avais accumulé énormément d'images sur ma famille et je me disais, mais mince, c'est là, j'aime les livres photos, pourquoi je pourrais pas essayer? Donc je m'y suis mis. Mais en fait, je pense que je n'aime pas quand les choses sont finies. Et donc j'arrêtais pas de recommencer à faire des maquettes, des fois qui étaient assez proches. Hein. J'ai une pile de maquettes, d'avoir une quinzaine de maquettes qui ont exactement la même couverture, avec quelques pages qui diffèrent. Et donc je n'arrêtais pas. Et à un moment, c'est une amie, d'ailleurs une amie photographe, qui m'a dit, mais écoute, je vois bien que tu n'arrives pas à finir, c'est un peu dommage. Mais voilà, là je viens de lire, il y a un appel à candidature pour aller faire un atelier résidence à Riga, en Lettonie. Et l'atelier était dirigé par ceux qui ont fondé cette maison d'édition Void, qui est une maison d'édition à Athènes. Et donc j'ai candidaté. Dans mon souvenir, je n'ai même pas envoyé d'image, j'ai juste envoyé un message en leur disant, un peu comme une bouteille à la mer, en leur disant j'y arrive plus, j'ai besoin d'aide, prendre un peu de distance par rapport à ces images, aidez-moi. Ben, ils m'ont dit bien sûr, venez. Donc je me suis retrouvé dans cet atelier pendant 10 jours, on était 12 photographes, avec comme vraiment le but posé au départ, c'est chaque photographe repartira avec une maquette du corpus d'images qu'il a amené. Donc moi je suis arrivé à cet atelier avec deux petites boîtes, il y avait environ entre 300 et 400 images, du tout petit tirage, hein, ce qu'on appelle les tirages de lecture qu'on positionne pour créer un chemin de fer. Et donc je suis arrivé, je leur ai expliqué un peu que voilà, moi j'avais un peu de mal à prendre de la distance, que j'avais besoin d'aide. Je leur ai pas donné une carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient, mais je leur ai donné en fait des petites directions. Moi, je voulais que ça soit un livre qui n'est pas d'ordre chronologique, c'est-à-dire que quand on feuillette le livre, les images ne suivent pas dans un ordre chronologique, ça ne va pas de la naissance des enfants jusqu'à ce qu'ils soient plus grands. Et je voulais que ça soit... que quand la personne qui lit le livre le finisse, se dise « Ah, je viens de vivre un voyage ». Voilà, et moi, au final, donc on a la maquette qui a été faite pendant cet atelier, c'est ce qu'il y a juste à gauche de Forage. Et j'étais assez satisfait de ce qu'ils ont pu produire. Voilà, alors après, il y a eu... Bien sûr, après Forage, j'ai eu d'autres maquettes, parce que je ne m'arrête pas, même si je ralentis un peu. Et donc après, ce qu'il y a dans le diaporama, là, c'est un peu... Alors, ça, c'est le premier que j'ai fait. J'ai appelé Abi qui veut dire père en arabe. Alors, ça mêle des images. Il n'y avait pas que des images que de ma famille très proche. Hein. Il y avait aussi des images d'amis. Bon, qui constituent quand même une famille reconstituée parfois, hein, mais... C'est très très différent de ce qu'on voit dans le livre Forage. Oui. Là, ça presque rien à voir en fait. Oui, là c'est vraiment, c'est mes débuts. Moi quand je fais une maquette, je fais ça de manière très instinctive. Je réfléchis assez peu. Bon, parfois ça peut desservir le propos, mais j'assemble les images. Quand elle se présente à moi et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se raconte à travers la correspondance des deux pages. Et puis ensuite, petit à petit, on va, enfin vous allez voir, on arrive à quelque chose qui ressemble plus à l'édition définitive. Avec alors des images que moi-même j'avais sélectionnées, qui se retrouvent dans l'édition définitive. Et en fait, ils ont aussi sélectionné des images que j'avais sélectionnées. Il y a le titre Bois de coupe, et toi, tu es, je pense, très attentif à ça, espèce de oui, un peu brut, quoi. Moi, alors, j'aime bien la belle image, mais en même temps, je m'en méfie. J'aime bien que ça soit un peu de travers, que ça soit bancal. Et pour les titres aussi, donc moi, le titre que j'aimais bien, c'est Bois de coupe. Mais finalement, on est tombé d'accord sur Forage. Alors Forage avec l'idée derrière, parce que comme j'ai été puisé dans des archives, j'ai accumulé, je ne sais pas combien j'ai d'images, mais j'en ai des milliers. Donc Forage, on va forer, puis on retire. C'est comme un carottage biographique. Voilà, un peu, oui, c'est ça. Donc là, alors il y a des petites coquilles, il y a parfois il y a 2 pages que j'ai, je ne sais pas pourquoi elles se reproduisent, c'est moi qui n'ai pas dû faire attention.
Et petit à petit, on arrive effectivement à l'ouvrage définitif. Donc tout cet artisanat aboutit à un livre, comment dire, très, très stable et immédiatement repéré, 500 exemplaires, très vite épuisés, quasiment. Ouais, je pense qu'il en reste plus beaucoup. Ouais. On a le sentiment d'un processus infini, en fait. C'est une vingtaine d'années d'images. Oui, alors je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui sont passés à l'exposition là, dans la tour. En fait, je me suis rendu compte que la plus vieille image, elle aura 40 ans au mois d'octobre prochain. C'est une image de ma compagne, qui est toujours ma compagne. Et le livre, je pense que l'image la plus récente doit se finir début des années 2020 à peu près. J'ai pu lire dans un de tes propos, lors d'un entretien, que finalement, il y a une sorte de mystère dans cette accumulation d'images. Il y a quelque chose que tu cherches, qui t'échappe. Ouais, ça m'échappe. Hein, je ne sais toujours pas aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous définir pourquoi je me suis mis comme ça à photographier. Alors, moi, j'aime la photo, c'est évident. Je ne consacre pas tous mes travaux photographiques à ma famille, mais... ça, c'est vraiment c'est un fil qui se déroule. J'aime bien la temporalité. J'aime beaucoup le cinéma. Et quand je vois des films qui racontent de la temporalité, c'est-à-dire qui s'étalent sur... J'aime beaucoup. Il y a un côté image-temps. Moi, j'ai pensé au premier Wenders, par exemple. Oui, moi, j'aime beaucoup Wenders. Dans le rapport à l'espace, qu'on perçoit moins ici, mais dans le livre, quand on le voit. Alors là, on est dans la version définitive. Où il y a quelques images qui sont venues se rajouter... après la maquette qu'on avait fait ensemble. Parce que j'ai continué à leur envoyer. Il m'avait dit, si tu le souhaites, tu peux continuer à nous envoyer des images. J'ai continué, ils en ont intégré, ils ont puisé dans ce que j'ai pu leur envoyer après la constitution de la maquette, et qu'ils ont intégré. Mais il y a assez peu de différence entre la maquette qu'on a réalisée à Riga et la version définitive. Alors, si, le format change, le graphisme change. Dans l'ouvrage définitif, tout le design graphique, c'est le Joao, qui est un des fondateurs de la maison d'édition. Qui est brésilien. Qui est brésilien, qui l'a fait. Donc ces écritures qu'ils ont voulu un peu enfantines, qui je pense, rappellent le sujet principal du livre. Ouais, je prends ça un peu comme, je vois ça un peu comme un acte d'amour envers ta famille. Probablement. Alors maintenant Pardon, parce que le mot amour peut paraître mièvre, mais en fait c'est quand même... Non, mais moi, il me va bien. Alors c'est vrai que je leur déclare pas mon amour de façon très orale. Donc c'est sans doute un acte d'amour envers eux. Et moi, je les surprends de temps en temps. Alors à un moment, quand ils ont traversé l'adolescence, ils râlaient un peu. Hein, ils aimaient plus trop que je les prenne en photo. À l'adolescence, on se regarde un peu plus. Ils aimaient pas forcément. Maintenant, ils ont dépassé l'âge de l'adolescence. Et c'est vrai que je les surprends parfois, quand ils passent à la maison, à aller attraper le bouquin dans la bibliothèque et le relire. Oui. C'est une question que je me posais justement, Pauline. Le rapport de ta fille au livre, elle est peut-être encore... Elle a une dizaine d'années, peut-être. Elle a 8 ans. Ah bah, elle a dit, c'est le livre sur moi. Donc, et elle pense que je ne travaille que sur elle. D'accord. Donc oui, c'est... Alors elle aime plus trop que je la photographie, mais elle aime bien qu'il y ait un livre sur elle, oui. Vous avez noué, quoi. Vous avez créé ce lien à travers l'art. Et toi, François, vous traversez des paysages aussi. Vous êtes en Espagne, vous êtes... Oui, alors en fait, je crois que j'ai expliqué à quelqu'un ce matin. En fait, jusqu'au moment du Covid, on était inscrit sur un site d'échange de maisons. C'est-à-dire que... on prête sa maison à une famille ou pas, mais et ils nous prêtent leur maison. Donc c'est un échange qui se fait dans le même temps. Et c'est vrai qu'on a pas mal voyagé comme ça en famille. Donc effectivement, il y a l'Espagne, il y a l'Angleterre. Il y a aussi des images que j'ai prises où la famille n'est pas présente. Hein. Il n'y a pas que des images. La plupart, oui. Là, tu viens de publier un livre sur les USA. Enfin, en tout cas, des images. Oui, mais en fait, je rejoins assez ce qu'a dit Pauline sur le fait de faire ça en amitié. Et la dernière publication auquel j'ai participé, je l'ai faite avec 2 autres amis photographes, mais qui sont des amis avant d'être une amitié photographique. Mais effectivement,
Alors, dans ce dans ce que tu viens de passer, il y a des images des États-Unis. Ça, c'est une petite maquette que j'avais fait à la maison. Mais on s'est rendu compte tous les trois avant de se connaître, qu'on avait voyagé aux États-Unis à peu près à la même période, mais dans 3 régions complètement différentes. Et à un moment, on s'est dit, bah tiens, ce serait marrant d'essayer de réfléchir à une forme ensemble. Donc, je les ai invités à venir chez moi à Bordeaux. Et on a bossé pendant 3-4 jours et on a fait une maquette. Et puis, alors, c'est des amis éditeurs, hein, ils ont une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions sur la Crête. Ils sont de la région nantaise. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce que tu as dit. Ouais. C'est très. Moi, tout ce que j'ai pu faire alors la photo, c'est un acte assez solitaire, hein. Ça, c'est sûr, mais soit des publications, soit des expositions, j'aime bien les faire avec d'autres. Oui, d'ailleurs, tu as pu dire que tu photographiais 5 îles, ta famille était un archipel et que ouais. La position du photographe, ça te permettait d'en m'extraire un peu, ouais. Et ça, je crois que c'est une des dernières maquettes que j'ai faites. Alors que j'ai appelé haïku. Les titres, faut pas y voir du sens. Hein. J'avais envie de faire des petits trucs. Donc je me dis, tiens, haïku, ça doit correspondre. Donc j'ai mis haïku. Oui. Ça va pas plus loin que ça. Hein. Donc là, c'est maquette à la maison, ouais. J'avais envie d'essayer une reliure en spirale là, qui coupe les images. Ça me plaisait assez de couper les images. Donc, et là, ça reprend pas mal de photos de famille. Il y a quelque chose que j'aimerais faire qui serait toujours autour de ma famille, mais dans un lieu où l'on va souvent, où il y a parfois des images. Dans l'expo, aujourd'hui, il y avait une image. C'est une maison de famille qu'on a à la montagne, complètement isolée. Et j'ai accumulé énormément d'images, aussi bien sur le paysage de montagne, rivière et les enfants. J'ai essayé pas mal de maquettes. Je crois que c'est avant la petite maquette, qui a un petit format 5 qui s'appelle Tato. Ouais, c'est ça. Voilà, tout ça, c'est des images faites à Tato, qui était un lieu-dit, paumé dans les Alpes de Haute-Provence. C'est dans la vallée de l'Ubaye. C'est la ville connue. La ville qui est en bas, c'est Barcelonnette, Gap, voilà, en brun. Je ne sais pas si les gens situent. Et donc, c'est vraiment un lieu où on va très souvent. On y va jusqu'à des fois 4 fois par an, à toutes les saisons. C'est vraiment un lieu d'apaisement pour la famille. Et un lieu de rassemblement. Aussi. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de banalité. En fait. Il n'y a qu'un regard usé qu'on peut avoir sur le monde. Mais cette notion de banalité, si elle existe, en tout cas moi, ça me va bien, la banalité. Elle est très positive. Quoi. Ouais. Je pense pas, il n'y a que moi qui dis ça, mais on peut tout photographier en photo. Hein. Il n'y a pas de mauvais sujet, je pense. Donc, une boîte de conserve, ça va très bien. Un réfrigérateur ouvert. Oui. Mais le livre photo, pour toi, tu es passionné de livre photo, peut-être plus que d'exposition. Oui, vraiment. Oui. J'aime bien voir des expos de temps en temps, mais c'est vraiment pas, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien que ça me raconte des histoires. C'est des histoires qu'on se recrée souvent, hein, parce que finalement, c'est pas toujours le propos. Hein. Donc, je sais pas quelles histoires ça vous raconte, mais. L'idée, c'est que ça construit une mémoire familiale, en fond. Ah oui, pour moi, oui. Mémoire trouée, mais une mémoire familiale. Ouais. Voilà. Donc je sais pas, là on arrive un petit peu au bout du temps imparti, mais n'hésitez pas si vous voulez. Oui, question à tous les deux qui venez du monde de l'art, qui le rejoignez, mais qu'est-ce qui vous fait choisir de photographier la famille? Parce qu'à un moment il y a un choix, c'est peut-être pas si spontané que ça. Alors moi je vais être hyper lyrique et quand on s'est rencontrés au téléphone avec François, j'ai cru qu'il avait dit quelque chose et qui me parlait beaucoup. C'est moi quand je fais des photos, c'est pour dire je t'aime à ma famille. Hein. Donc voilà, c'est les images qui me plaisent le plus, les images de famille. Et je crois que il y a un truc du sentiment qui passe par l'image. Voilà. Moi, ça n'a jamais été un projet. En fait, ça n'a jamais été un projet. Hein. Un projet dans le sens où à un moment, ça allait aboutir à des expositions, à un livre. Moi, j'ai juste commencé à
En fait, j'ai fait des photos il y a très longtemps. J'ai un peu interrompu pendant mes études parce que les études sont un peu prenantes. Et puis, à la naissance de notre premier enfant, voilà, j'ai repris l'appareil. Et puis j'ai jamais arrêté. Mais je ne fais pas que ça. Hein. C'est vrai que c'est ce que je donne à voir là. Mais je fais plein d'autres choses aussi en photo. J'aime beaucoup les îles, donc j'ai beaucoup de travaux sur les îles. Mais pour le coup, si c'était assez spontané. Moi, ça m'a semblé tout naturel de me dire, les enfants naissent, tiens, je vais faire des photos. Regarde des images. C'est ça qui est beau, c'est le projet, c'est l'absence de projet. Quand on demande aujourd'hui dans tous les dossiers de résidence de faire quel est votre projet, c'est insupportable. Moi, pas de projet, et c'est ça qui est bien. C'est une violence pour moi. Je réponds à des appels. Hein, je dois me faire violence pour essayer de qu'est-ce que je vais dire. Non, c'est difficile. Ça le reste toujours. Alors maintenant, c'est un peu plus facile parce que le regard des spectateurs et ce que me livrent les spectateurs de ce qu'ils ont vu m'a aidé à comprendre aussi ce que je faisais. Parce que comme ça, spontanément, j'ai pas toujours grand-chose à dire, quoi. Donc peut-être justement on peut passer. Vous vouliez parler, monsieur, de dernière question parce que... Je connais pas bien le monde de l'édition, mais donc on a, en gros, il y a l'auteur, il y a l'éditeur et il y a l'imprimeur. Plus un diffuseur en plus. Oui, qui est souvent l'éditeur. Je voulais savoir. Non. L'imprimeur, j'ai l'impression que de plus en plus, à la limite, ça peut être fait par des machines toutes seules. Il y a des gens, l'impression risographique, par exemple, aujourd'hui, des gens qui sont quand même assez coûteuses, mais peuvent avoir des machines chez eux ou en collectif, et puis ils font leur livre. Alors l'éditeur, à quoi est-ce qu'il sert? C'est-à-dire son rapport avec l'auteur. Est-ce qu'il lui dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien? T'es éditrice, donc tu peux... L'éditeur, c'est celui qui transforme un travail dans la forme d'un livre. Enfin, je veux dire, c'est lui qui met les images dans le livre. Et pour les photographes, c'est pas toujours évident. Certains aiment ça, comme toi, et d'autres, ils ont encore plus d'images et voilà. Donc, il fait le lien entre le corpus d'images et le récit qui se déroule de page en page. Voilà. Parfois, c'est l'éditeur aussi, dans le dialogue avec l'auteur, l'artiste qui travaille sur la séquence, l'ordre des images. Et du coup, qu'est-ce qu'on raconte, comment, où ça va. Enfin, voilà. Et après, l'éditeur travaille aussi avec le graphiste. Enfin, c'est un trio, l'éditeur, le graphiste et le photographe. Et on peut dire que l'éditeur, c'est celui qui met en dialogue ces compétences-là et ces regards sur les images qui ne sont pas au même endroit, en fait. C'est difficile aussi pour un artiste de lâcher parfois son travail. Donc l'éditeur, il essaye de proposer une vision. Et puis pour d'autres, il faut justement quelqu'un qui canalise et qui met en ordre, quoi. Il y a un aspect psychologique, c'est-à-dire que l'éditeur, l'auteur peut avoir des doutes. L'éditeur, vos doutes, c'est mon problème, je vais vous rassurer, je vais faire les choses avec vous et vous allez voir que vous allez y aboutir. En littérature comme en livre photo. Les intervenants dans le livre photographique sont beaucoup plus nombreux. Ça permet de lâcher prise aussi. Hein. Enfin, dans mon cas, moi, c'est ce que ça a permis. Moi, pour le coup, j'ai vraiment... même si, comme tu as dit, moi, j'aime beaucoup faire moi-même, mais finalement, j'arrivais pas à finir. Donc, c'est l'éditeur qui m'a permis de finir. Hein. Ça ne veut pas dire que c'était un chapitre qui était clos. Je continue à faire des photos avec la famille, mais à un moment, ça arrête un processus et c'est important. Sinon, j'aurais tourné en boucle en permanence. Et puis l'éditeur, il y a quand même la question de la forme. Et puis il y a la forme, oui, bien sûr. Quel livre, quel type de livre, quel type de maquette, les formats, le papier. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'on pourrait tout faire soi-même, mais la maison d'édition, si elle est appuyée sur un diffuseur, on sait aussi que le livre va être diffusé largement. Moi, tout ça, j'aurais pas pu le faire moi-même. Hein, c'est de par mon métier à côté, j'aurais pas eu le temps. Non, c'est heureusement qu'ils sont là. Hein. Voilà, ce sera peut-être le mot de la fin. Cet éloge des éditeurs. Voilà, merci. Merci.